En 2014, dans le dictionnaire terrifiant de la dette, je ressors les archives, tu prédisais la bulle de la dette qui manquera pas d'exploser. 10 ans plus tard, alors la bulle, elle a gonflé, elle commence à devenir gigantesque, mais elle n'a pas explosé. Est-ce que finalement, tu serais pas trop alarmiste? Tu serais pas un peu le Docteur Doom il y a Nouriel Roubignan aux US et il y a Marc Toiti en France. Bon, j'apprécie la comparaison, c'est très sympa. Qui avait prédit la crise financière d'ailleurs. Tout à fait. Non, mais encore une fois, moi je suis pas là. Moi je fais juste mon métier. C'est-à-dire effectivement, cirer les pompes des dirigeants, c'est pas mon métier. C'est ce que je veux dire. Donc ils ont essayé de faire en sorte que ça soit le cas, mais c'est pas mon métier. Et surtout, je suis indépendant. Donc, personne ne peut me donner des ordres. Tu dois dire ça, et ça arrive. Faut être honnête, ça arrive très souvent sur beaucoup d'économistes. Mais moi, j'ai eu cette chance dans, C'est-à-dire que quand tu ma bossais carrière. en banque. Non, justement, ce que j'allais te dire, c'est que dans ma carrière, donc j'ai écrit l'étude économique à la Banque Populaire, j'avais 27 ans. Donc j'étais le plus jeune chef économiste de banque à l'époque. Et j'ai eu une chance incroyable, parce que la Banque Populaire, c'était pas encore très connu, etc. Et donc, on m'a donné une complète liberté. J'ai commencé avec 4 personnes, après ça s'est développé, après on a racheté Natixis, ça s'est développé, et j'avais une indépendance incroyable. Et bon, d'ailleurs, je tire mon chapeau au président des banques populaires de l'époque, qui effectivement, il avait énormément de pression contre moi. Des politiques, des banques centrales, enfin, on va pas donner de nom, mais bon, on voit qui c'est plus ou moins. Et à chaque fois, dire, si on a un économiste, c'est pour qu'il soit indépendant, sinon ça sert à rien d'avoir un économiste. Et c'est exceptionnel, parce que lui, justement, c'était pas un banquier, c'était un ancien céréalier, parce que dans les banques populaires, c'est les patrons de banques, généralement, ce sont des chefs d'entreprise. Voilà. Et j'ai eu cette chance jusqu'en 2006-2007, et puis après, là, il y a eu une autre fusion. Bon, c'était pas du tout le maire dans de grandeur. Je me suis dit, bon, faut pas que je reste là-dedans, parce que moi, je pourrais pas dire ce qu'on me dit de dire, surtout si j'y crois pas. Moi, j'ai besoin de ressentir les choses, de dire avec le cœur. Donc, c'est là où j'ai créé mon cabinet, et bon, et ça a très, très bien fonctionné. Et c'est vrai que j'ai cette chance. L'indépendance, ça n'a pas de prix. J'ai eu plein de propositions, effectivement, pour intégrer des banques ou autres, etc. J'ai toujours refusé. Dernièrement, je suis en partenariat avec eToro, mais c'est un partenariat. Donc, je garde mon indépendance, je garde mon cabinet à ses défis, etc. C'est important pour moi d'être indépendant et de dire ce que vraiment je pense sur mon analyse. Hein, pas, moi, comme tu le sais sur ma chaîne YouTube, mais tout ce que je dis, je le montre. C'est pas un discours d'économiste, parce qu'un économiste, c'est comme un politique, il peut dire ce qu'il veut, on ne va pas vérifier de ce qu'il dit. Moi, tout ce que je dis, je le montre sur des graphiques, réalisés sans trucage, je le dis à chaque fois, avec donc justement des sources, hein, c'est l'INSEE, c'est la Banque de France, c'est Eurostat, c'est le FMI, tu vois, j'invente rien. Donc c'est ça qui est très important, c'est de dire la vérité, et voilà pourquoi je ne suis pas du tout alarmiste, moi je suis réaliste. Mais c'est vrai que je vais te dire vraiment pourquoi. J'ai eu quelques déclics comme ça dans ma vie, et quand effectivement, en 2003, j'ai été sollicité par notamment l'Élysée, etc. de l'époque, et qui me disait, voilà, faites-nous des propositions pour réduire le déficit public, etc., et la dette publique et la dépense publique. J'en ai fait, et malheureusement, on m'a dit non, ça ne nous intéresse pas. Le président était très sympa à l'époque, c'était Jacques Chirac, hein, qui était quelqu'un de très affable, entre guillemets, mais qu'en fait, qui voulait la paix sociale. Et tous ses successeurs m'ont sorti le même discours. On veut la paix sociale. Et le pire, c'est que ça marche même pas. Tu regardes, est-ce qu'on est en paix sociale en France? Franchement. Avec malgré cette flambée de dette publique, pas du tout en paix sociale. Et là, j'ai commencé à être un petit peu, effectivement, pessimiste. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à avoir peur en 2014, comme on écoute tout à l'heure. Donc, ce livre, le dictionnaire terrifiant de la dette, qui avait d'ailleurs été un grand succès. Et parce que justement, je me dis, là, on va trop loin, et puis il n'y a plus de garde-fou. C'était François Hollande à l'époque, etc. Il m'en a beaucoup voulu d'ailleurs, bon bref, je ne rentre pas dans le détail, mais là je me suis dit, non, là on dérape complètement. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme. J'étais peut-être un petit peu en avance, mais surtout, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu la planche à billets de la BCE et le coronavirus, avec une planche à billets, évidemment, l'argent magique colossal, ce qui fait qu'on a décalé en fait le phénomène. L'explosion de la bulle, elle aurait dû avoir lieu, je pense, entre 2015 et 2018. Elle n'a pas eu lieu grâce à la planche à billets. Après, en 2018, il y a eu un petit crack, mais ça ne s'est pas produit non plus parce que tu as eu ensuite le corona, et hop, on a fait encore plus de planches à billets. Donc là, maintenant, on arrive. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? J'espère qu'il n'y aura pas de nouveau corona, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être compliqué, parce que là, quand tu as une dette publique à quasiment bientôt, je pense qu'on va atteindre en 2025, en France, 120% du PIB. Donc là, ça va être compliqué. Parce que tu vas avoir une croissance de 0,5%, donc quasiment rien, donc quasi-récession, 120% de dette publique, déficit public qui explose, dégradation de la note, taux d'intérêt qui augmente. Là, comment on va faire? Tu vois, donc là, on y est. Le problème, c'est que j'ai toujours dit,
quand tu as un petit abcès, tu le perces, ça fait pas mal. Quand tu le laisses grossir, des fois, il faut une opération. Tu vois. Donc là, ça serait la même chose. Je pense que si on avait creusé l'abcès, crevé la bulle, justement en 2015 ou en 2018, ça aurait été un peu douloureux, mais on aurait pu gérer, tu vois. Là, ça va être très compliqué parce que, et surtout, les Français ne sont pas prêts. Je pense que c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que les Français ne sont pas prêts à ce qui peut nous arriver. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Alors, je ne dis pas qu'on va connaître ce qui s'est passé en Grèce, mais quand même, moi, si tu veux, j'ai vécu la crise grecque, parce que j'allais souvent en Grèce, voir notamment conseiller des banques, etc., et autres, et dans la gestion de portefeuille également. Et je me souviens au début, ils n'y croyaient pas. Je me rappelle d'une phrase, parce qu'aujourd'hui, on nous dit souvent en France, attendez, on n'est pas la Grèce. Et à l'époque, ce qu'ils nous disaient, ils nous disaient, attendez, calmez-vous, on n'est pas l'Argentine. Sous-entendu, il ne va rien nous arriver. Tu vois. Et on a vu ce qui s'est passé ensuite. Et on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé en Grèce. C'est-à-dire que le PIB grec, en 3 ans, a chuté de 30%. Hors inflation. 30% de baisse. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire. Quand on a 0,5% de baisse, c'est une catastrophe. 30% de baisse du PIB, du niveau de richesse. Après, ça a redémarré, etc. Mais aujourd'hui, on est en 2025, le niveau du PIB grec, il est encore, tiens-toi bien, 20% inférieur au niveau de 2008. Tu te rends compte? Et c'est triste, parce que la Grèce, c'est horrible. Quasiment 20 ans de perdu. Ah oui, imagine-toi, voilà, tu te dis, on te donne aujourd'hui ton revenu que tu avais en 2008. 20% de moins que tu avais en 2008. Ah là, tu fais une belle dégringolade, tu vois. Possible, tu comprends? Mais c'est ce qui s'est passé en Grèce, d'un point de vue macroéconomique, bien sûr. Donc avec, bien sûr, de la pauvreté qui a augmenté, etc. Donc c'est très triste. Donc moi, en tant qu'économiste, en tant que Français qui aime son pays, j'ai pas envie d'en arriver là. Ouais, donc moi, j'estime que sans être Mr. Doom ou quoi que ce soit, c'est mon rôle de dire, tirer le sonnette d'alarme, voilà, lanceur d'alerte. Parce que pourquoi il y a des alarmes? Pour éviter justement qu'il y ait la catastrophe. Et si tu as les alarmes et que tu continues, tu bouges pas, tu fais comme si rien ne s'était passé, tu vas à la catastrophe. Pourtant, l'investisseur passif qui est rentré dans le marché en 2014, alors il faudrait regarder la performance exacte, mais s'il a fait par exemple que du S&P 500, je pense qu'il a fait entre x2,5 et x3, tu vois. Alors qu'on est dans une expansion, même celui qui a fait que la zone euro, il a explosé les performances. Non, mais ça, c'est complètement différent. Sur les marchés boursiers, c'est pas d'un point de vue de la dépense publique, ça n'a rien à voir, justement, par définition. Et donc, c'est sûr. Mais comment expliquer cette décorrélation? Voilà, c'est que, encore une fois, il y a eu plusieurs enjeux. C'est que déjà, il y a eu des révolutions technologiques, sur le numérique notamment, sur l'IA également. Donc, quand tu vois le Nasdaq, par exemple, qui a augmenté depuis 2009, je regardais les chiffres, on est à quasiment 1400% de hausse. Tu sais combien ça avait augmenté pendant la bulle Internet? 1100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et après, ça a chuté de 80%, le Nasdaq. Ce qui veut dire ça a mis, je crois, 16 ans à revenir au niveau d'avant. Bien sûr. Donc là, si tu veux, on a eu 2 bulles successives. Après en 2022, ça s'est dégonflé. Puis là, avec l'IA, hop, c'est reparti à la hausse, etc. Donc moi aussi, je suis un petit peu inquiet parce que c'est normal. Tu as une révolution technologique, tu as des nouvelles entreprises, tu as des nouvelles valorisations, tu as des profits énormes. Tu as des vrais revenus cette fois. Exactement. Et surtout, tu as une planche à billets énorme. N'oublie pas ça. Et la planche à billets, c'est centaines de milliards qui ont été injectés dans le monde entier, même ces milliards, ces trillions, entre guillemets, comme on dit, qui ont été injectés dans le circuit. Eux, ils sont toujours là. Et ils ont été où? Et ça, c'est un petit problème, si tu veux. Pour des financiers comme nous, c'est un petit problème parce que moi, j'ai toujours aimé la finance parce que la finance, normalement, ça finance l'économie, comme son nom l'indique. Donc, tu vois, normalement, tu as une connexion entre la finance et l'économie. C'est ça qui est beau. Financer une entreprise, créer des emplois, distribuer des revenus, tu vois, c'est beau, tu vois, c'est la vertu, effectivement, du capitalisme. C'est pas quelque chose d'abstrait. Exactement. Moi, je viens des cités HLM, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Voilà, c'est comme ça que je me suis orienté vers la finance. Bon, après, j'ai très vite compris que c'était pas toujours, malheureusement, toujours le cas, mais là, l'écart, il est trop important. C'est-à-dire que, effectivement, si quelqu'un investit en bourse, tu l'as bien dit, il l'a bien fait. Moi-même, je l'ai fait, pour tout te dire, heureusement d'ailleurs. Mais quelqu'un qui n'avait pas d'épargne, il n'a pas pu le faire.
Donc, quelqu'un qui avait un peu d'épargne, il s'est enrichi. Puis quelqu'un qui n'avait pas d'épargne, il n'a pas pu le faire. Donc, évidemment, lui, il s'est appauvri, par contre, avec l'inflation, etc. Bien sûr. Donc, tu crées tu élargis les écarts de niveau de vie. Et ça, c'est dangereux parce que tu crées des tensions au sein de la société. Tu vois, et ça, je le sais parce que, encore une fois, je l'ai vécu quand j'étais dans ma jeunesse. Mais ça, c'est dangereux parce que quand tu as des mouvements comme ça, de foule, etc., tu maîtrises plus rien. Et quand tu le vois en France, il y a certains partis qui attisent la haine. Moi, je trouve ça horrible. On n'attise pas la haine, au contraire, on doit apaiser. Non, ils attisent. Ils veulent le chaos. Tu vois, donc, Ils veulent le chaos. ça, c'est très dangereux. Donc, évidemment, sur les marchés boursiers, il y a donc cette flambée liée notamment au cash, aux excès de liquidité qu'on a introduits sur les marchés, qui n'a pas été uniquement dans l'économie. Je pense qu'il y aura un petit apaisement. Ça serait bienvenu, encore une fois. Quand ça s'apaise, c'est bien, parce que ça permet de repartir sur des bases plus saines. Les investissements à long terme, on les connaît. Il y en a 3. La bourse, bien sûr, l'or et donc l'immobilier. Voilà. Mais ça a besoin de respiration. Maintenant, il y a la crypto-monnaie, mais bon, là, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, la crypto-monnaie, c'est pas séculaire. C'est ce que je veux dire, c'est bon, ça fait que. Pas encore, ça a 15 ans. Voilà, c'est une 15 années que ça existe. Bon, quand tu vois l'or, l'or, c'est. Ça fait même Là, des pour le coup, millénaires que ça existe. Tu comprends ? Donc, c'est toujours pour dire que. Faut être prudent, mais ne jamais oublier le couple rendement-risque. Jamais l'oublier. Si tu as un rendement élevé, c'est que tu as un risque élevé. C'est qu'on a envie. On a envie de plus y croire. On a envie de dire non, mais je peux avoir un rendement élevé sans risque. On a envie d'y croire. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas.